On commence par un sujet qui touche à la fois les particuliers comme les entreprises et qui prend de l'ampleur, le spoofing. De quoi s'agit-il? Quelle est la responsabilité des banques? Quelle est la place des opérateurs téléphoniques? On en parle tout de suite avec mon invité, Virginie Audinot, avocat fondatrice d'Audinot Avocat. Virginie Audinot, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour bien comprendre ce phénomène du spoofing, commençons par la base. Qu'est-ce que le spoofing ? Le spoofing, c'est devenu aujourd'hui un fléau de société. On en entend énormément parler, de plus en plus malheureusement. Le spoofing, c'est une technique de fraude bancaire très pernicieuse, puisqu'en fait, le fraudeur va usurper le numéro officiel de la banque de la victime. C'est-à-dire concrètement que la victime va être contactée par téléphone par le fraudeur, mais va voir s'afficher sur son téléphone le numéro de sa banque. Donc elle croit que c'est sa banque qui l'appelle. Donc elle croit effectivement que c'est sa banque qui l'appelle et croit légitimement être en conversation avec un conseiller bancaire. La technique du fraudeur est toujours la même, quasi systématiquement la même. C'est-à-dire qu'il va d'abord se présenter comme étant du service fraude de la banque, va invoquer des opérations suspectes qui auraient été détectées sur les comptes bancaires de la victime, le placer dans une situation d'urgence pour faire une action, des opérations, des virements pour bloquer la fraude. Et en réalité, ces opérations n'ont que pour but de vider la trésorerie de la victime et les comptes bancaires de la victime au profit du fraudeur. Donc on connaît bien maintenant les contours du spoofing. On va s'intéresser maintenant aux aspects juridiques. Quel est le cadre juridique ? Sur le plan juridique, le spoofing est encadré par ce qu'on appelle le régime des opérations dites non autorisées, prévu par le Code monétaire et financier à l'article L133-18. Ce texte pose l'obligation pour les banques de rembourser immédiatement un client bancaire lorsque celui-ci constate sur son compte bancaire des débits qu'il n'aurait pas autorisés et qui auraient été passés au débit de son compte à son insu. Donc la première question qui s'est posée quand même devant les juges a été de savoir si on pouvait parler d'opérations non autorisées dès lors qu'elles étaient validées quand même par le client sur son application bancaire. Alors la jurisprudence, pour le coup, la jurisprudence, de façon assez systématique, considère qu'on est bien dans le cadre d'une opération non autorisée puisqu'on n'a pas un consentement libre et éclairé sur l'opération qui est faite et on n'a pas une connaissance réelle du bénéficiaire, évidemment, puisqu'on ne suppose pas que ça puisse être un fraudeur. La banque a en revanche des possibilités de s'exonérer de cette obligation de remboursement en démontrant que l'opération en question a été dûment authentifiée, enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique. Ça, c'est une première chose. Et même si elle démontre cette authentification, il reste qu'il faut ensuite qu'elle prouve, et la charge de la preuve incombe bien à la banque, qu'elle prouve une négligence grave du client pour pouvoir s'exonérer. Et du coup, même si le principe du Code monétaire financier est simple, tout le débat juridique va tourner autour de cette fameuse notion de négligence grave. D'accord. Donc, pour engager, si je comprends bien, pour engager la responsabilité de la banque, oui. La banque, pour s'exonérer de sa responsabilité, il faut qu'elle prouve une négligence grave du client. Tout à fait. Et ça, c'est difficile à prouver ? Alors, c'est difficile à prouver, oui, parce qu'aujourd'hui, on a une jurisprudence qui est vraiment favorable aux victimes. En fait, de façon systématique, on s'aperçoit que quel que soit le dossier, quel que soit l'enjeu, quel que soit le contexte de la fraude, la banque a tendance, de façon systématique, à refuser le remboursement et à invoquer cette fameuse négligence grave du client. Et heureusement, on voit que les juges sont sensibles à ce type de fraude et tendent au contraire à une exigence par rapport aux établissements bancaires, à rappeler que la négligence grave doit confiner au dol, que ce n'est pas une négligence simple, et que surtout dans le contexte du spoofing, avec une usurpation du numéro officiel de la banque, avec une pression psychologique du fraudeur, avec une apparence de crédibilité et d'authenticité du discours du fraudeur à l'égard de la victime, on ne peut pas évidemment imputer une négligence grave au client bancaire, au mieux une imprudence ou une négligence simple, mais dès lors que le fraudeur produit finalement une identité téléphonique à l'identique de la banque, il est difficile finalement d'imputer une négligence grave aux clients bancaires. Et ça rejoint d'ailleurs, Arnaud, la philosophie de la directive européenne de 2015 qui a été transposée en droit français et qui considère bien que la fraude, ce type de fraude, la charge de la fraude doit peser sur la banque et non pas sur la personne qui a été trompée. Donc il y a une protection des clients, des consommateurs. Est-ce que
cette négligence grave, on a des exemples. Qu'est-ce qui pourrait constituer une négligence grave? Alors, on a effectivement des éléments dans certains dossiers qui sont appréciés de façon plus sévère par les juges que d'autres, notamment, par exemple, la remise de cartes à un coursier, puisque ça arrive que, du coup, le fraudeur envoie ensuite quelqu'un au domicile du client pour récupérer des cartes en vue de faire sortir les moyens de paiement du circuit bancaire et d'éviter toute fraude, soi-disant. Voilà, ce sont des éléments qui peuvent être considérés comme une négligence grave. Le fait de donner explicitement les codes qui se trouvent derrière la carte, mais tout reste une appréciation quand même du contexte de la fraude, de la sophistication de la fraude à laquelle a affaire la victime. Alors, il y a un autre intermédiaire, j'ai envie de dire, qui est important dans ce type de fraude, c'est évidemment l'opérateur téléphonique, puisque c'est le numéro qui est censé s'afficher, c'est celui de la banque. Or, c'est le fraudeur qui l'utilise. Quelle est la place des opérateurs téléphoniques? Est-ce qu'ils ont une responsabilité aussi et est-ce qu'elle peut être engagée? Alors, c'est un débat émergent qui est très intéressant, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, dans ce type de fraude, on a de façon très récurrente une usurpation de numéro de téléphone officiel et qui est rendue possible par notamment les entités de télécommunications. À ce titre-là, au niveau légal, on n'a malheureusement pas un régime juridique qui est aussi clair que celui qui est appliqué aujourd'hui aux banques, mais on voit une émergence d'une construction jurisprudentielle sur le sujet qui applique en fait tout simplement la loi Négelen qui oblige en fait les opérateurs téléphoniques à certaines sécurisations, notamment lorsque l'appel usurpé appartient à ce qu'on appelle une catégorie sensible, ce qui est le cas des numéros bancaires. L'opérateur téléphonique doit en principe procéder à l'authentification de l'appel ou alors interrompre la transmission de l'appel, D'accord. ce qui n'est en réalité jamais fait. Jamais Et le d'ailleurs, les appels téléphoniques avec les fraudeurs sont très très longs, durent parfois plusieurs heures, donc on s'étonne qu'effectivement l'opérateur téléphonique à un moment n'interrompe pas la conversation. Donc, leur responsabilité pourrait être engagée? Elle pourrait être engagée et elle l'a été par une décision très récente du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 qui a du coup condamné l'opérateur téléphonique qui avait été mis dans la cause par la banque dans le cadre de l'affaire, l'a condamné du coup à garantir la condamnation de la banque à l'égard de la victime. Donc là, l'opérateur téléphonique effectivement a été condamné sur les fondements que j'ai cités précédemment, au même titre finalement que l'établissement bancaire. Pour terminer justement sur la question de l'indemnisation, les victimes peuvent espérer quoi? Quel type d'indemnisation? Alors quand il n'y a effectivement pas de négligence grave et que du coup l'argumentaire de la banque est rejeté par le tribunal condamne la banque à indemniser la victime de l'intégralité des montants qui ont été détournés, avec intérêt, et l'intérêt est pas négligeable et intéressant pour le souligner, puisqu'il est posé par le Code monétaire et financier comme étant un intérêt au taux légal majoré de 15 points, selon l'article L 133-18, des dommages et intérêts pour préjudice moral quand il est évidemment possible de justifier d'un réel préjudice moral, puisqu'on a des victimes qui ressortent traumatisées, qui perdent énormément et qui consultent, et un remboursement évidemment des frais de procédure. Donc c'est des sommes qui peuvent être conséquentes au final? C'est des sommes qui peuvent être très conséquentes et on a du coup un message très encourageant aujourd'hui des juges, à savoir que le refus bancaire de rembourser n'est pas une fin de non-recevoir. Et heureusement, les contentieux judiciaires permettent, pour une large partie, une indemnisation des victimes. On va conclure là-dessus. Merci Virginie Audineau. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice d'Audineau Avocats. Eh bien, Tout de suite, on change de registre. On va parler fiscalité avec la collecte de la TVA sur les petits colis.